Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé à la fois par la CARSAT Hauts-de-France et l'assurance maladie risque professionnel. Je suis Christophe François, chargé de communication au sein de la CARSAT des Hauts-de-France et je vous présente ma comparse du jour, Laetitia Chiaroré. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, Laetitia Chiaroré, je suis chargée de mission en gestion des risques professionnels. Donc, avec notamment parmi mes missions la production d'études statistiques et de diagnostics de santé au travail. Avant que nous rentrions dans le vif du sujet, je vais vous présenter un petit peu ce webinaire, surtout pour ceux qui ne connaissent pas du tout les webinaires de la CARSAT et l'outil Webikeo. Donc, nous allons vous présenter un sujet pendant à peu près 45 minutes. Sur la droite de votre écran, vous avez des onglets. Sur ces onglets, si vous cliquez, vous avez un chat. Dans ce chat, évidemment, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure de l'exposé que nous allons faire. Ces questions, on va y revenir, mais en fin de séance, parce que nous n'allons pas, en tout cas, prendre le temps d'y répondre au fur et à mesure de l'exposé du sujet d'aujourd'hui. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à indiquer vos questions dans ce canal. Avant que nous parlions de la sinistralité de notre région, quelques mots sur la CARSAT. La CARSAT, c'est 3 grandes missions. Tout d'abord, celle qui est la plus connue de toutes, la préparation et le paiement de la retraite des salariés du régime général. Nous avons également une mission que vous connaissez un petit peu plus aujourd'hui, puisque c'est pour ça que vous êtes là, qui est de prévention et de tarification des risques professionnels. Et notre 3e grande mission, c'est l'aide et l'accompagnement des assurés en difficulté. Au niveau de la CARSAT, nous sommes organisés de la manière suivante. Nous avons une direction de la santé au travail et de l'accompagnement social, qui est l'interlocuteur privilégié des salariés et des entreprises tout au long de la vie professionnelle et au moment de la retraite. Nous travaillons à prévenir les risques professionnels et à accompagner les entreprises dans la prévention, à cibler les risques majeurs et à fixer le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Au niveau de notre offre de services, nous avons énormément de documentation à vous proposer, des publications statistiques. Évidemment, nous accompagnons les entreprises sur les risques professionnels grâce à un maillage territorial de prévention réellement sur le terrain et qui accompagne les entreprises. Nous avons de nombreux programmes de prévention autour de risques variés, notamment les TMS, les RPS, les chutes et plein d'autres choses. Nous avons des unités techniques qui peuvent vous apporter du conseil et de la métrologie au niveau des risques physiques, chimiques et biologiques. Nous proposons des aides financières plutôt en direction des TPE et des PME. Nous travaillons à la formation des salariés en santé et sécurité au travail. Nous accompagnons les réseaux de consultants qui peuvent accompagner eux-mêmes les petites entreprises. Nous avons un webzine santé au travail, entreprendre-ensemble.info, et nous animons des salons professionnels, des conférences et des webinaires comme aujourd'hui. Le QR code que vous voyez à l'écran et qui sera également présent dans ce document qui vous sera envoyé à la fin de notre rendez-vous, vous emmène sur une page qui répertorie finalement tous nos webinaires passés et futurs. Et je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à vous inscrire au webinaire qui aura lieu le 16 mars prochain autour de l'analyse des accidents du travail, la méthode de l'arbre des causes. Et maintenant que je vous ai fait ce petit panorama finalement de présentation de la CARSAT, nous allons pouvoir attaquer. Mais avant réellement d'attaquer, j'ai envie de te poser une question, Laetitia. Pourquoi on mesure la sinistralité ? Alors, si nous mesurons la sinistralité, c'est pour 2 raisons. La première d'entre elles, c'est d'aider à la définition d'actions prioritaires en matière de prévention des risques professionnels. Donc, de ce fait, voilà, la production, la publication d'études plutôt à destination des décideurs régionaux, donc
du domaine de la prévention des risques professionnels et également à destination des producteurs d'études socio-économiques. La deuxième raison, eh bien, c'est pour convaincre les entreprises à œuvrer à la prévention des risques professionnels, les convaincre, mais aussi les aider à sélectionner les axes prioritaires, donc à mettre en place dans les établissements. Donc pour cela, on va plutôt mettre à disposition nos statistiques, donc directement auprès des entreprises, mais aussi auprès de tous ceux qui interviennent dans les entreprises. On peut penser par exemple aux intervenants en prévention des risques professionnels. Et pour parler santé au travail, alors il faut d'abord explorer la carte d'identité de notre région pour un peu mieux la connaître. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que, alors, quand on parle de santé au travail, on parle de santé, on parle de travail. Donc, de ce fait, on va effectivement évoluer dans un contexte, on va dire, donc, sanitaire et un contexte socio-économique. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, notre région des Hauts-de-France va cumuler un contexte sanitaire, un contexte socio-économique assez peu favorable. Avec, par exemple, donc en indicateur de santé, si on observe l'espérance de vie à la naissance, une espérance de vie la plus faible de métropole. Donc, effectivement, derrière nous, il n'y a que les DOM qui vont avoir une espérance de vie plus faible. Et donc, en ce qui concerne notre région, une espérance de vie, donc à peu près 2 ans inférieure à ce qui est constaté sur le territoire national. De la même façon, donc pour les indicateurs socio-économiques, on va également donc avoir des indicateurs assez peu favorables pour notre région, avec par exemple le taux de chômage le plus élevé à nouveau de France métropolitaine, avec à nouveau effectivement uniquement les DOM qui vont avoir des taux de chômage plus élevés que le nôtre. Et donc dans ce contexte sanitaire et socio-économique peu favorable, on va aussi constater que nos salariés évolue dans un contexte de santé au travail qui est moins bon que ce qui est constaté en moyenne en France. Et est-ce qu'on peut faire finalement un lien entre l'espérance de vie et la vie professionnelle? Alors, oui, tout à fait, puisque, donc, comme je le disais, quand on parle de santé au travail, donc on est vraiment à la croisée entre la santé et donc les problématiques socio-économiques. Par exemple, donc pour la partie socio-économique, on peut penser au dynamisme économique d'un secteur qui, donc par le fait effectivement qu'on va avoir peut-être plus d'emplois dans ce secteur, cela peut impacter les conditions de travail des salariés et donc, in fine, la santé au travail de ces salariés. Et donc, en ce qui concerne l'espérance de vie, on va également avoir un impact de par le fait que donc on a une espérance de vie qui va être, alors même si effectivement elle est plus faible dans notre région, elle a tendance quand même à s'allonger dans le temps. Et ceci étant cumulé avec le fait qu'on a une baisse des naissances, on a un certain vieillissement de la population en général. Un vieillissement de la population générale, un vieillissement également de la population active en emploi, donc des travailleurs. Donc c'est le cas en France, c'est le cas aussi dans notre région. C'est ce qu'on constate ici sur la pyramide des âges. Effectivement, on constate que donc les projections de l'INSEE montrent que globalement, on va à horizon 2030 avoir moins de salariés de moins de 40 ans, mais par contre, plus de salariés de plus de 55 ans. C'est un peu moins marqué qu'au national dans notre région, mais malgré tout de même un certain vieillissement de cette population active en emploi. Et donc, évidemment, si nos salariés, donc la moyenne d'âge de nos salariés augmente, cela va avoir un impact sur la santé au travail des salariés de notre région. Merci beaucoup pour cet éclairage finalement sur la fiche d'identité de notre région et ce contexte. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors, par quoi on commence quand on parle de données de santé au travail ?
Alors, déjà, on peut commencer par dire qu'on a la chance d'avoir une richesse d'informations statistiques donc, sur la santé au travail, et notamment toutes les données qui sont issues des déclarations d'accidents du travail et des reconnaissances de maladies professionnelles. Concernant donc, les accidents du travail, on en tire des enseignements, puisque pour l'année 2019, ce sont 60 000 accidents du travail qui ont été indemnisés. Donc, ce sont des accidents qui ont déjà un certain niveau de gravité, puisqu'ils ont engendré un arrêt de travail et ou une incapacité permanente. Donc, 60 000 accidents du travail pour donc, le régime général dans notre région. Une fois qu'on rapporte ces cas à notre volume de salariés, cela équivaut à 38,9 accidents pour 1000 salariés. Donc, ce qu'on constate ici, c'est que la fréquence des accidents du travail est plus importante dans notre région qu'en France, puisqu'en France, comme on le voit sur le graphique, on a en 2019 33,5 cas d'accidents pour 1000 salariés. On a donc dans notre région environ 5 cas d'accidents du travail en plus pour un volume de 1000 salariés. Donc des accidents du travail plus fréquents, néanmoins une amélioration, puisque donc là sur les 12 années que comporte le graphique, on observe une tendance à la baisse de la fréquence des accidents du travail. Donc c'est le cas sur les années récentes, mais c'est une tendance qu'on observe depuis plusieurs décennies et qu'on observe autant en région que sur le territoire national. Donc effectivement, une tendance à la baisse, mais avec des disparités tout de même en fonction des secteurs d'activité. On va avoir des secteurs d'activité. Alors, tout d'abord, des secteurs d'activité qui, évidemment, vont être au-dessus de la moyenne. Pour l'année 2019, c'est dans le grand secteur des transports entreposages que les accidents du travail sont les plus fréquents, donc avec 66 cas pour 1000 salariés. Dans la construction, on est également au-dessus de la moyenne. Dans le secteur santé-action sociale également. Et enfin, dans l'hébergement-restauration, on va être aussi sur donc, un risque d'accident plus élevé qu'en moyenne en région. Donc des disparités en termes de positionnement des secteurs par rapport à la moyenne, mais aussi en termes de tendance, d'évolution, puisque on a alors la majorité des secteurs d'activité pour lesquels on va constater la même tendance d'évolution qu'au global, donc des accidents du travail de moins en moins fréquents. On peut penser par exemple à la construction, puisque même si on est toujours au-dessus de la moyenne, c'est un secteur où la fréquence des accidents du travail a beaucoup diminué au fur et à mesure des années. Ça a été le cas également dans l'industrie. Donc, on voit ici plutôt les activités les plus traditionnellement accidentogènes. Par contre, on a certains secteurs d'activité pour lesquels on observe une dégradation. On peut penser notamment au secteur de la santé-action sociale et de façon plus précise, l'aide à domicile et l'hébergement médicalisé pour personnes âgées où les accidents du travail ont tendance, leur fréquence a tendance à augmenter. Est-ce qu'on a une piste d'explication à cet état de fait? Alors, oui, tout à fait. On va avoir plusieurs pistes d'explication. Tout d'abord, on peut penser donc, à l'évolution de notre tissu économique, puisque, alors, de façon générale, on observe donc, une certaine tertiarisation de l'économie, donc que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Même si l'industrie reste toujours un petit peu plus présente dans notre région, malgré tout, on a de plus en plus d'emplois tertiaires qui sont, pour la plupart, on va dire, des secteurs d'activité du tertiaire, qui comportent moins de contraintes physiques. En parallèle, on a eu également donc, un développement de la culture de prévention qui donc a été très bien structuré
dans certains secteurs d'activité. On peut reparler par exemple de l'industrie ou de la construction. Et donc ces deux effets, effectivement, ont permis globalement une baisse de la fréquence des accidents du travail. Par contre, de la même façon, on a toujours des secteurs d'activité pour lesquels les explications vont être un petit peu différentes. Si je reprends donc, le secteur de l'aide à la personne, notamment l'aide à domicile ou les EHPAD, ce sont des secteurs où on est vraiment en croissance économique, on a des besoins qui sont de plus en plus importants, avec en parallèle des moyens qui sont mis, mais qui ne compensent pas toujours suffisamment les besoins, et donc une certaine dégradation des conditions de travail, et donc une dégradation de la santé au travail, avec des accidents du travail plus fréquents. Avec également donc, cet effet cumulé de la culture de prévention qui évidemment est existante dans ces secteurs, mais qui se structure depuis moins d'années par rapport à ce qui a pu être le cas dans les secteurs les plus traditionnellement accidentogènes. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce découpage par secteur d'activité, naturellement on pourrait se poser la question, si seulement on avait une carte par secteur géographique qui permettrait d'examiner les zones où il y a des accidents du travail, où ils sont plus fréquents, ça serait bien. Alors, effectivement, on dispose de ce type d'éléments. On met à disposition donc, de nos partenaires une carte de la fréquence des accidents du travail par zone d'emploi. Et donc, ce qu'on constate lorsqu'on observe cette carte, c'est que on a également des disparités entre les secteurs géographiques, avec quelques zones d'emploi où on va se trouver non seulement sous la moyenne régionale, mais aussi sous la moyenne nationale. Donc, ce sont les 3 zones de Dunkerque, Amiens et Vallée de la Brelle, Vimeux. Et à l'autre extrémité, on va avoir des secteurs géographiques où les accidents du travail sont les plus fréquents de la région. Donc, ce sont notamment quelques zones du sud de la région, donc avec Soissons et Château-Thierry, et également quelques zones qui vont se situer au sud de la métropole lilloise, avec Béthune, Douai, Arras, et un maximum donc, pour la zone d'emploi de Lens, donc où effectivement les accidents du travail sont les plus fréquents. Alors évidemment, ces constats vont être également alliés donc, aux facteurs d'explication qu'on a évoqués précédemment, donc le tissu économique de la zone, son contexte sanitaire, mais également donc, la culture de prévention en place dans les entreprises du territoire. Alors la photographie finalement que dépeint notre présentation jusqu'à maintenant, elle n'est pas forcément très réjouissante. Alors finalement, est-ce que le travail et surtout ces conditions d'exercice, c'est quelque chose qui est mal vécu par les gens de notre région? Alors, pour répondre à cette question, on dispose donc de résultats d'enquête qui viennent donc enrichir nos données de risque avéré, des enquêtes qui sont menées par les médecins du travail. Et donc, en particulier, on a donc des résultats d'enquête issus de l'Observatoire Everest, donc qui, effectivement, va interroger les salariés sur leur vécu du travail, sur leurs contraintes professionnelles, les expositions professionnelles. Et alors, on y apprend que la majorité des salariés de la région déclarent apprécier son travail. Donc, apprécier son travail, puisque dans à peu près 8 à 9 cas sur 10, les salariés ont répondu oui aux questions d'appréciation du travail. Donc, les questions d'appréciation du travail, qu'est-ce que c'est? Ça va être, par exemple, est-ce que le travail permet d'apprendre? Est-ce qu'il permet de concilier sa vie professionnelle et personnelle? Est-ce qu'il est suffisamment varié? Est-ce qu'on a le choix dans la façon de procéder dans son travail? Est-ce qu'on a suffisamment de possibilités de coopération pour bien réaliser son travail? Et est-ce qu'on a les moyens de faire un travail de qualité? Et est-ce que ce travail est reconnu? Donc, un travail qui est, dans la plupart des cas, apprécié. Néanmoins, on a quand même toujours des contraintes qui sont importantes, que ce soit des contraintes temporelles,
avec par exemple le fait de devoir abandonner une tâche pour une autre non prévue, donc presque un salarié sur deux, ou des contraintes comme le fait de devoir dépasser ses horaires de travail ou faire face à de la pression temporelle dans son travail. Des contraintes temporelles qui peuvent également être complétées par des contraintes physiques, tels que des gestes répétitifs, de la station debout prolongée, des postures contraignantes ou du port de charge pour ici environ 5 à 6 salariés sur 10 de la région. Alors, tout à l'heure, merci. Tout à l'heure, nous avions abordé le versant accident du travail. Là, on vient juste d'éclairer les données et l'analyse des éléments de vécu. Justement, ce vécu du travail, ces contraintes professionnelles peuvent engendrer des maladies professionnelles. Oui, tout à fait. Tout à fait. Des maladies professionnelles qui, donc dans notre région, s'élèvent à un peu plus de 5100 cas qui ont été donc déclarés, reconnus et indemnisés donc en tant que tels. Avec alors une certaine stabilité sur les années récentes. Si on observe donc la période 2016 à 2019, on est toujours entre 5000 et 5100 cas à peu près chaque année. Donc une certaine stabilité avec pour pathologie principale des troubles musculo-squelettiques qui sont vraiment prédominants puisque ces troubles regroupent environ 85% des pathologies professionnelles reconnues dans notre région. En deuxième pathologie, les pathologies liées à l'amiante, donc 10% des cas. Des surdités également avec 2%. Donc, ce qui fait de ces deux dernières pathologies eh bien, des maladies qui sont surreprésentées dans notre région, puisqu'en France, l'amiante, c'est 5% et les surdités, c'est 1% des pathologies professionnelles. Ensuite, on va retrouver d'autres pathologies, alors parmi lesquelles on a des cancers, des affections cancéreuses, mais également des affections cutanées respiratoires. Et enfin, des pathologies hors tableau, puisque de façon générale, les pathologies professionnelles bénéficient d'un tableau de maladies professionnelles donc, qui définit les conditions de reconnaissance de la pathologie. Mais effectivement, il y a la possibilité de faire reconnaître des pathologies donc, pour lesquelles il n'existe pas de tableau de maladies professionnelles et donc qui sont reconnues dans un cadre particulier qui est celui du C2RMP, donc la Commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles. Donc pour l'année 2019, ce sont 119 pathologies qui ont été reconnues dans ce cadre. Et donc parmi ces 119 pathologies, on va retrouver très majoritairement des troubles psychosociaux, donc 93 cas sur les 119 pathologies hors tableau. Donc 93 cas pour l'année 2019, avec comme pathologie plus précise des dépressions, des états dépressifs. Donc ce qu'on constate ici sur le graphique, c'est le fait que la reconnaissance de ces pathologies progresse très rapidement. Effectivement, en 2010, on avait 8 cas qui étaient reconnus et indemnisés dans notre région. En 2019, on a plus de 10 fois plus de cas, puisque ce sont 93 cas qui ont donc été reconnus et indemnisés. Et comment justement on peut expliquer cette augmentation de ces reconnaissances des risques psychosociaux ? Alors, ce qu'on peut en dire, c'est le fait que donc, ce qui est représenté ici sur le graphique ne va être que la partie, disons, visible du risque psychosocial, puisque on sait qu'on a un certain nombre de cas de troubles psychosociaux qui donnent lieu à un arrêt de travail, disons, un arrêt maladie classique et pas un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle. On sait également que tous les cas ne sont pas forcément ni déclarés ni reconnus. Et on sait également qu'il y a un certain nombre de cas qui donnent lieu à des inaptitudes. Donc pour percevoir un peu l'ampleur de cette sous-déclaration, sous-reconnaissance des troubles psychosociaux,
On dispose donc des résultats d'un autre programme dans lequel les médecins du travail volontaires signalent les pathologies qui, selon eux, sont d'origine professionnelle, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance. Donc, il s'agit du programme des maladies à caractère professionnel. Et donc, dans le cadre de ce programme, donc, le dernier ayant eu lieu en 2017 pendant 2 semaines, donc les médecins du travail qui participaient donc, à ce programme ont signalé 5,1% de salariés qui présentaient au moins une pathologie ou un symptôme en lien avec le travail, donc, quelle que soit la pathologie. Parmi ces 5,1%, ils ont la plupart du temps signalé des affections de l'appareil locomoteur, donc des pathologies de type troubles musculo-squelettiques, mais ils ont également très souvent signalé de la souffrance psychique en lien avec le travail, donc effectivement avec 37% donc parmi les 5,1% de signalements. Au niveau du dénombrement, cela représente environ 120 signalements donc de souffrances psychiques qui, selon eux, sont en lien avec le travail, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance, et donc sur uniquement les 2 semaines de l'enquête. Donc effectivement, lorsqu'on regarde les 93 cas qui sont reconnus, indemnisés sur une année, par rapport à ici, plus de 100 cas qui sont signalés sur 2 semaines, cela peut nous laisser penser qu'effectivement, il y a encore un certain nombre de cas qui ne sont ni déclarés ni reconnus. Maintenant que nous avons abordé les maladies professionnelles, derrière les données, il y a des personnes. Et que pouvons-nous dire finalement sur les conséquences de la sinistralité régionale sur les salariés de la région? Alors, effectivement, le risque professionnel a des conséquences. Des conséquences tout d'abord en termes d'arrêt de travail, puisque pour l'année 2019, donc les salariés du régime général de la région des Hauts-de-France se sont arrêtés 5,7 millions de journées de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Converti en équivalent temps plein, cela équivaut à 25 500 équivalents temps plein, donc perdus sur une année du fait du risque professionnel. Concernant ces arrêts de travail, ce qu'on constate également, c'est qu'ils ont tendance à s'allonger. Pour l'année 2019, un accident du travail a donné lieu à 71 jours d'arrêt en moyenne. Donc, on voit très bien qu'il y a un allongement continu de la durée de ces arrêts, puisqu'en 2007, on était à 47 jours d'arrêt en moyenne. Donc, sur 12 ans, cela équivaut à plus 24 jours d'arrêt en moyenne pour un accident du travail. Donc, c'est une tendance régionale, c'est également une tendance nationale. Et c'est une tendance qu'on observe pour les accidents du travail, mais également pour les maladies professionnelles, pour lesquelles on s'arrête plus longtemps, puisque suite à une maladie professionnelle, on s'arrête 286 jours en moyenne. Autre conséquence pour les salariés, des incapacités permanentes, puisque effectivement, dans certains cas, les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent réduire la capacité du salarié à effectuer son travail. Donc, des incapacités permanentes, donc plus de 5500 cas en 2019 en région des Hauts-de-France, qui se répartissent à peu près entre accidents du travail et maladies professionnelles. Enfin, on a à peu près autant d'incapacités permanentes qui sont liées à un accident ou à une maladie. Donc, un peu plus de 2800 cas suite à un accident et un peu plus de 2700 cas suite à une pathologie professionnelle. Donc, avec, parmi ces cas, donc, les cas les plus graves, ceux qui ont engendré le décès de la victime. Donc, 58 accidents qui ont engendré le décès de la victime en 2019, donc toujours dans notre région, et 26 décès suite à une maladie professionnelle en 2019. Et d'ailleurs, c'est pour moi le moment de prévenir notre merveilleuse audience du jour que la CARSAT œuvre avec de nombreux partenaires à la prévention de la désinsertion professionnelle par l'entremise du service social régional avec de nombreuses assistantes sociales. Et si dans l'audience, il y a des participants, des entreprises, des gens qui veulent en savoir plus sur les différents dispositifs qui existent
pour accompagner les salariés qui sont potentiellement en rupture avec l'employabilité, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la CARSAT pour découvrir différents dispositifs et nous travaillons aussi à des témoignages de personnes qui sont passées par là. On va parler maintenant du volet économique et de la performance globale des entreprises régionales. Alors, quels sont les impacts ? Alors, effectivement, le risque professionnel engendre un coût. Tout d'abord, un coût direct, donc, qui est le coût lié au paiement des indemnités journalières donc pour les arrêts de travail, au paiement des frais pharmaceutiques, médicaux, hospitaliers et au paiement des indemnités en capital et au versement des rentes. Donc, ce coût pour l'année 2019 va s'élever donc à presque 650 millions d'euros, donc accident du travail, maladie professionnelle, sachant que ces 650 millions d'euros sont ensuite imputés aux entreprises par le biais de la cotisation spécifique aux accidents du travail et maladies professionnelles qui est redevable donc, par toute entreprise. Donc 650 millions d'euros qui se répartissent à peu près autant entre accidents du travail et maladies professionnelles, même si en 2019, celui lié aux accidents du travail est un petit peu plus élevé du fait, on l'a vu, de l'allongement de la durée des arrêts, mais du fait également qu'on ait eu un petit peu plus de sinistres qui ont donné lieu à des incapacités permanentes cette année-là. Et donc, en plus de ce coût direct, de ces presque 650 millions d'euros, vient s'ajouter un coût indirect du risque professionnel qui est estimé à 2 à 3 fois le coût direct du risque professionnel, donc 2 à 3 fois ces 650 millions d'euros, et qui va correspondre à la désorganisation liée à l'absence du salarié donc qui a été victime de cet accident, de cette maladie. Effectivement, son absence va avoir un impact sur la productivité de l'entreprise, peut engendrer également un coût du fait de son éventuel remplacement, etc. Pour ma part, j'ai fait le tour des questions à te poser, Laetitia, aujourd'hui. Et juste avant de regarder si nos spectateurs ont laissé quelques questions, en quelques mots, si on devait retenir un peu quelques idées fortes, qu'est-ce qu'on mettrait en avant ? Alors, tout d'abord, donc je vous propose 4 chiffres à retenir pour notre région. Donc, tout d'abord, le risque professionnel donc en région de France a engendré 60 000 accidents du travail, 5 100 maladies professionnelles. Ce risque professionnel a engendré donc des arrêts de travail, ce qui équivaut à 25 500 équivalents temps plein perdus sur une année. Et également, donc, ce risque professionnel a engendré un coût de 650 millions d'euros. Donc, coût ensuite, comme je le disais précédemment, ensuite imputé aux entreprises. Et donc, pour compléter ces chiffres, donc les enseignements donc, à retenir de ce diagnostic, donc effectivement, une région, donc la région des Hauts-de-France, qui cumule un contexte socio-économique, sanitaire et de santé au travail peu favorable, mais avec des clés d'explication de par son tissu économique et l'évolution de celui-ci, et surtout une amélioration donc de cette situation avec des accidents du travail de moins en moins fréquents, même si, comme on l'a vu, on a des disparités entre les territoires et entre les secteurs d'activité, ce qui nous permet d'identifier, de continuer d'identifier des priorités d'action en matière de prévention des risques professionnels. En ce qui concerne les maladies professionnelles, on a vu plutôt un certain plateau, donc avec une stagnation du volume donc de reconnaissance des pathologies professionnelles, même si, effectivement, on a certaines pathologies dont la reconnaissance augmente, en particulier le trouble psychosocial. Et enfin, évidemment, le fait que ce risque professionnel a des conséquences humaines, donc sur les salariés, on a vu des arrêts de travail, des incapacités permanentes, mais aussi des conséquences économiques importantes pour les entreprises,
ce qui évidemment légitime la poursuite des actions de prévention des risques professionnels. Alors, avant de regarder s'il y a des questions, quelques petites précisions à l'ensemble de l'auditoire. N'oubliez pas que les replays de l'ensemble des webinaires de l'assurance maladie sont disponibles sur Entreprendre Ensemble, entreprendre-ensemble.info. On a une page spéciale où on vous annonce nos prochains rendez-vous et où on vous fait secteur d'activité et thématique par thématique le récapitulatif de tous les liens pour aller voir les replays des webinaires sur YouTube. J'en profite aussi pour vous dire que nous avons une newsletter qui s'appelle 3 minutes entreprise. C'est une newsletter assurance maladie risque professionnel au sens large avec la participation des caisses primaires, que c'est très rapide à lire, c'est pour ça qu'elle s'appelle 3 minutes entreprise. N'hésitez pas à cliquer et à vous abonner. Et notre prochain webinaire sur l'arbre des causes comme méthode pour l'analyse des accidents du travail le 16 mars. Nous allons tout de suite commencer avec une question de Catherine qui nous demande finalement si le support qu'on a présenté aujourd'hui sera diffusé. Effectivement, je ne sais pas si c'est dans les minutes ou dans les heures qui viennent, mais effectivement, le support va arriver à tous les gens qui étaient inscrits à ce rendez-vous. Donc oui, Catherine, aucun souci. Ensuite, nous avons une question de Tassadi. Est-ce que les accidents du travail comprennent également le harcèlement au travail? Alors, ce qu'on va retrouver dans les accidents du travail, donc effectivement, on a des violences qui donnent lieu, qui sont un accident du travail et qui donnent lieu donc à un arrêt de travail qu'on va retrouver dans nos statistiques. Des violences autant physiques que mentales. Donc effectivement, on va retrouver le harcèlement dès lors que ça a donné lieu à un arrêt de travail. On le retrouve dans nos accidents du travail. Les violences au travail, c'est environ 1000 cas d'accidents du travail chaque année dans notre région, avec à peu près 2 tiers de violences physiques, 1 tiers de violences mentales. Ensuite, nous passons à une question de Céline. Y a-t-il une étude des types d'accidents du travail par secteur d'activité? Alors, une étude des types d'accidents du travail par secteur d'activité. Ah oui, sur les circonstances, je suppose que c'est ce dont il s'agit. Des types d'accidents par secteur. Alors, on le met à disposition de façon générale. Dans notre plaquette statistique, on donne les circonstances d'accident du travail, donc tout secteur d'activité. Ensuite, on a des études thématiques qui portent notamment sur des secteurs d'activité où on va retrouver les circonstances d'accident du travail, donc de ce secteur, effectivement, pour aider à prioriser les circonstances, enfin la prévention des accidents du travail sur ces circonstances d'accident du travail. Et là, si on va plus loin dans la question de Céline, je pense que ce qui l'intéressait, c'était particulièrement pour le secteur santé et action sociale. Alors, nous avons quelque chose à... Alors, on a une étude complète sur l'aide à domicile et l'hébergement médicalisé pour personnes âgées et personnes handicapées, qui est également disponible sur notre site internet. Et alors, quand je parle d'étude complète, c'est parce que c'est une étude où on a pu mettre à disposition donc les statistiques issues de différentes sources d'informations, puisqu'on a travaillé sur cette étude donc avec nos partenaires régionaux de la prévention des risques professionnels, et où on va retrouver donc voilà, les accidents du travail, leurs circonstances, les éléments également issus des enquêtes sur les expositions professionnelles, les inaptitudes, enfin voilà, toutes les informations disponibles sur les risques professionnels et de façon plus large la santé au travail dans ce secteur. Ensuite, nous avions une question très précise d'Agnès, merci Agnès, qui revient sur les indices de fréquence dans l'industrie et dans les services à l'industrie et qui, je pense, à la vue de notre diapo, n'arrivait pas vraiment à identifier où trouver l'info.
Alors, dans le diaporama, on avait l'indice de fréquence de l'industrie dans sa globalité. Donc après, je suppose que la question, c'est de pouvoir avoir des informations sur des secteurs industriels plus fins, peut-être. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, donc, comme je disais, nos informations sont issues des déclarations d'accident du travail. Donc, on a vraiment les informations les plus fines possibles au niveau de l'entreprise. Et donc, effectivement, on va avoir les secteurs d'activité très fins, puisque l'entreprise, on a le code APE de chaque entreprise, et donc on peut aller plus finement. Là, effectivement, c'était une présentation générale, donc on est resté sur des gros secteurs, mais après, nous disposons donc d'informations plus fines. Au niveau des statistiques nationales, on peut retrouver sur donc notre site national des fiches pour chaque code APE, donc permettant effectivement d'avoir des informations sur des secteurs d'activité très fins. Ensuite, il y a une question de Brigitte qui, je pense, dépasse nos services et nos compétences, puisqu'elle aimerait bien savoir, et peut-être que tu sauras répondre, mais je ne suis pas sûr, si un dossier de maladie professionnelle accepté par une caisse primaire peut être caduc à partir du moment où le salarié est déclaré guéri après opération. Par exemple, pour un canal carpien. Alors, j'avoue que je ne saurais pas répondre à cette question, mais je me demande si il n'y a pas une réponse dans le chat. Je ne sais pas si je vais la retrouver comme ça. Je vais peut-être laisser vérifier nos participants si effectivement il y a une. Dans tous les cas, je pense, Brigitte, que malheureusement, c'est pas au niveau CARSAT, en tout cas pas nous deux qui pourrons vous répondre. Éventuellement, nous, on pourrait poser la question à la caisse primaire et revenir vers vous, ou alors il faut que vous passiez directement par la plateforme employeur au 3679 pour poser cette question. Olivier demandait si on avait constaté, suite à la pandémie, des changements par rapport au RPS. Alors, est-ce qu'il y a déjà des données qui sont disponibles? Est-ce qu'il est trop tôt pour réellement donner une réponse? Alors, ce qui est sûr, c'est le fait que de façon générale, la pandémie a un impact sur nos données, puisque c'est ce que tu évoquais, Christophe, un impact sur nos données, puisque évidemment, surtout en 2020, nous avons eu des périodes de confinement, donc globalement, nous avons moins travaillé avec des personnes qui ont été en chômage partiel. Et donc, le risque professionnel a diminué en volume. Par contre, effectivement, on a des difficultés pour, on va dire, analyser correctement ces informations, puisque le chômage partiel n'a pas été déduit des déclarations des entreprises, puisqu'il s'agissait de salariés toujours à l'effectif de l'entreprise. Donc, on va avoir des difficultés pour mettre en parallèle l'évolution de la sinistralité avec l'évolution de l'effectif salarié. Par contre, ce qu'on a tout de même eu à ce jour, ce sont des retours des médecins du travail qui, effectivement, signalent un impact de cette crise sanitaire avec, alors par exemple, des retards dans la prise en charge des soins médicaux. On a reporté parfois des soins dont on avait besoin. Une augmentation des arrêts liés au mal-être, notamment en lien avec le Covid. Et également une organisation du travail qui, alors surtout dans certains secteurs d'activité, a été et peut-être toujours plus tendue du fait du Covid. Ensuite, une question de Brigitte à laquelle je pense être en mesure de répondre, mais ce ne sera pas une vraie réponse. Comment les entreprises peuvent-elles lutter contre les arrêts de travail ou les arrêts d'accident de travail? Je ne sais pas vraiment comment vous avez formulé ça, abusifs. Dans tous les cas, la réponse la plus simple, qui n'est pas vraiment une réponse, ça serait en passant par le dialogue social. Évidemment, facile à dire. J'ai envie de vous dire, Brigitte, si vous avez la possibilité, si vous pouvez le faire,
de vous rapprocher du contrôleur de sécurité CARSAT dont dépend votre structure ou votre entreprise, si ça n'est pas fait, pour en tout cas parler sinistralité avec lui, parler absentéisme, présenter votre entreprise et voir avec cet expert de la prévention des risques professionnels s'il est en mesure de vous aider pour améliorer quelque chose dans votre entreprise, quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, Sandrine qui demandait si les arrêts de travail depuis 2019 ne sont pas dus au Covid. Donc, tu as un petit peu apporté la réponse par rapport à cette question, je pense. Oui, oui, tout à fait, puisque, alors, pas tant en 2019, alors, jusque 2019, lorsqu'on renvoie cette question vers les médecins du travail et lorsqu'on observe donc les informations disponibles, une des choses qui va avoir un impact, c'est le vieillissement de la population active qui a été évoquée donc, au début de la présentation, puisque effectivement, avec l'avancée dans l'âge, on peut avoir plus de difficultés de récupération et donc nécessiter de rester plus longtemps en arrêt de travail. Et donc, cela va avoir un impact global sur le volume d'arrêt de travail. Par contre, vous avez raison sur le fait qu'à partir de 2020, on a eu effectivement, comme nous le signalaient donc, certains médecins du travail, une hausse donc des arrêts de travail en lien avec le Covid. Alors, ensuite, Agnès qui nous demande où peut-on s'enregistrer pour recevoir la fameuse newsletter 3 minutes entreprise. Alors, carsat-hdf.fr, rubrique entreprise. Et c'est dans la toute première rubrique en haut à gauche, je n'ai plus le nom en tête, je crois que c'est documentation, et là on vous propose la newsletter et un formulaire. Donc carsat-hdf.fr, rubrique entreprise, documentation. Et pour terminer, puisqu'il n'y a plus d'autres questions, il y a deux avis qui sont à la fois contradictoires et intéressants. Une petite remarque d'Olivier qui dit « Suite à la pandémie, les entreprises mettent sur le côté le domaine de la prévention et favorisent la productivité. C'est vraiment dommage. » Et Aurélie qui contrebalance en disant « Notre société a au contraire relancé les actions pour la prévention et la qualité de vie au travail et l'ergonomie. » Mais elle nuance en disant que son entreprise est un grand groupe. Mais c'est intéressant parce que c'est finalement deux approches totalement différentes suite à un événement qui a touché tout le monde. Je pense que s'il n'y a plus de questions, nous allons clore ce rendez-vous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vos questions. N'hésitez pas à revenir nous voir lors d'un prochain rendez-vous. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.